Chut, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un sujet où les gens ils aimeraient que ça reste secret. Mais en fait faut pas que ça reste secret parce que plus on en parle et moins c'est la merde pour les gens. Donc on va en parler, même s'il y a plein de familles qui aimeraient que ça reste secret. Alors on va commencer par définir ce que c'est une agression sexuelle sur mineur, puisque les définitions varient pas mal selon les études. Donc on va prendre la plus large. Donc dans la première partie de la définition, une agression sexuelle sur mineur, c'est un acte sexuel fait ou tenté sur un mineur. Ça implique les actes comme les pénétrations, anales, orales, vaginales, les attouchements sexuels, les discussions sexuelles ou dragues sur mineur. Donc oui, effectivement, le petit youtubeur qui sur Discord parle de son cul à une gamine mineure, c'est considéré comme une agression. Et aussi toute l'exploitation de mineurs avec des photos à caractère sexuel. Et la deuxième partie de la définition est que c'est un acte sexuel commis sans le consentement éclairé des deux personnes. C'est le mot éclairé qui fait la spécificité dans les contours du phénomène. Car n'importe quel acte sexuel avec un enfant ou un ado qui n'est pas au même âge ou au niveau de développement est considéré comme agression quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'agression, on parle justement pas juste de consentement, mais de consentement éclairé. C'est-à-dire que tu dois pas juste dire oui à un acte sexuel pour qu'on parle de consentement. Il faut que tu puisses comprendre ce que cela implique et que tu comprennes ce qui va se passer. Ce qui est bien plus compliqué quand tu es jeune. Donc déjà, un adulte qui tente quelque chose avec un mineur est considéré comme un agresseur, car l'adulte entraîne l'enfant ou l'ado sur un terrain qu'il ne peut pas comprendre. Et que les actes sexuels entre mineurs qui n'ont pas le même âge est considéré aussi comme une agression. Exemple le plus fréquent d'inceste que je vois en libéral, c'est le frère au collège qui propose des fellations ou un cuni à sa sœur, qui est en primaire, et qui n'est pas capable du coup de comprendre ce qui lui arrive ou ce qu'on lui demande. Donc le consentement, c'est pas juste dire oui, c'est dire oui en sachant ce que cela implique. Une question qui se pose forcément quand tu as un gamin qui n'est pas capable d'avoir conscience de ce qui est en train d'être fait dans ta vie. Il y a aussi la question des actes sexuels sur mineurs et les actes sexuels légaux, par exemple le mariage forcé. Les chercheurs les rentrent dans les agressions car les conséquences psychologiques sont les mêmes. Bref, tu peux retenir que quel que soit l'acte sexuel, même sans contact, un mineur est considéré obligatoirement comme agressé à partir du moment où il y a une différence de statut ou de développement entre la victime et l'agresseur. Alors dans certaines études, ils prennent en compte que les agressions faites dans la même famille, mais ici, on va prendre des agressions faites de manière assez large, même avec des étrangers. La protection des enfants et le suivi des victimes est super important, car les agressions ont des impacts très importants sur la vie de la personne. J'avais fait une vidéo sur comment éviter le psy au gamin, en te montrant quelques-uns des facteurs à prendre en compte pour protéger un enfant des troubles psy. Bah tu vois, tu prends tous ces facteurs, t'agresses sexuellement l'enfant, et paf, t'as tout qui va partir en vrille. J'ai pas fait de vidéo pour l'instant sur la maltraitance ou les problèmes chez les enfants négligés ou maltraités, parce qu'en fait ça déglingue tellement tout qu'on peut pas faire de profil d'enfants maltraités. Tout peut être touché. Donc dans cette vidéo, on va plus parler des agressions en elles-mêmes que des conséquences et de ce que tu es adulte quand t'as été maltraité, car il y a quasi autant de conséquences à une agression qu'il y a de troubles psy. La vidéo va donc du coup être assez décousue comparée à d'habitude, et on va un peu sauter d'une info à l'autre. Garde ce qui t'intéresse, et si tu veux fouiller plus profondément, t'as les sources en description. Donc, si t'es victime d'agression quand tu es mineur, tu as plus de chances d'être traumatisé, d'être dépressif, d'avoir des troubles paniques, des troubles anxieux, des troubles de la personnalité, plus d'idées suicidaires, de tentatives de suicide, plus d'accidents, plus de troubles dissociatifs. Et il y a aussi plein de conséquences psychologiques, comme du déni, de la honte de soi, plus d'isolement social, plus de suppression émotionnelle et une estime de soi plus faible. Tu peux rajouter à tout ça des gros impacts dans la vie de la personne, un couple moins stable, des difficultés à s'accorder avec les autres, moins d'expression affective, ça va modifier ton rapport avec tes propres enfants avec plus de difficultés à donner un cadre cohérent, plus de dépendance affective à eux, plus d'énervement contre eux. Ça serait expliqué apparemment par la colère liée à l'agression que tu rejettes sur les enfants, plus d'agressions sexuelles et non sexuelles sur ces enfants, et évidemment, le fait d'avoir des troubles psy joue encore plus dessus. Et évidemment, au niveau sexuel, il y a des restes, ça change ta façon de le vivre, avec plus de conduite à risque, moins d'estime pour ton corps, moins d'excitation, plus d'aversion pour le sexe, plus de douleur, et paradoxalement, plus de partenaires. Parce que même si le sexe est désagréable,
le fait de reproduire des schémas traumatiques ou de lier le sexe à d'autres types de relations à cause d'un inceste augmente le nombre de rapports. Globalement, agresser sexuellement un mineur peut avoir des conséquences désastreuses et carrément pourrir une vie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et malheureusement, en fait, c'est très fréquent. Alors, pour reconnaître les données sur les agressions, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de prendre les chiffres des autorités de protection de l'enfance ou policières ou juridiques. Et on arrive à 1% max d'enfants agressés, mais ce qui est en fait pas du tout représentatif, puisque plus de 95% des agressions sexuelles sur mineurs ne sont pas reportées aux autorités. Si on prend le chiffre des études rétrospectives, c'est-à-dire quand on demande à un jeune adulte s'il a déjà subi attouchement, pénétration, conversation sexuelle inappropriée, etc., on arrive à peu près à 8% des hommes qui ont été agressés, enfants, et 17% des femmes. Sachant qu'il y a une différence enfant-ado. Enfants, les filles et les garçons se font autant agresser les uns que les autres, alors que ados, les chiffres commencent à se différencier en défaveur des filles. On remarque aussi une très grosse différence entre les pays. Les chiffres que je t'ai donnés, c'était dans des pays occidentaux. Et la palme d'or revient à l'Inde, avec 35% de garçons agressés et 70% des filles. Et si on continue aussi dans les différences de genre, un garçon agressé a plus de probabilité de développer un trouble des conduites et donc de développer une personnalité antisociale, augmentant la violence et augmentant la probabilité d'être un agresseur sexuel plus tard. Évidemment, là je te parle de chiffres élevés, donc il y en a en soirée qui vont faire « Ouais, mais non, en fait, si ça se trouve, dans toutes tes stats, c'est juste des gens qui ont vu un exhibitionniste et le phénomène il est pas si grave que ça. » C'est pris en compte dans les chercheurs pour étudier le phénomène et surtout les conditions qui vont venir flinguer l'enfant le plus fortement. Et comme tu t'en doutes, effectivement, les actes de pénétration sont les agressions sexuelles les plus graves pour l'état psychologique de l'enfant. D'une part parce que l'atteinte à l'intégrité physique et la douleur sont forcément plus traumatisantes, et que d'autre part, plus que vie un enfant est éloigné de ses capacités de compréhension, plus son interprétation d'événements peut être inadaptée et empirer son état psychologique. Dans la même idée, plus l'enfant est jeune, plus les dégâts sont importants parce qu'il peut pas comprendre ce qu'il est en train de vivre. Tu vois bien que si t'es un ado qui a déjà eu des relations, que tu sais que le viol existe et que tu sais que ce n'est pas la faute de la victime, tu pourras t'en remettre plus facilement que quand tu as un enfant qui n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Sans compter les effets neurologiques du trauma sur un cerveau en développement, comme on l'a vu sur la vidéo sur le TDI. Autre facteur qui empire, c'est la proximité de l'agresseur. Plus il est proche, plus c'est traumatisant. Les incestes laissent plus de traces que les agressions d'un inconnu. Évidemment, plus les agressions sont répétées, plus c'est difficile. Plus la coercition est forte, plus c'est difficile. Moins le gamin est protégé par sa famille et les institutions, plus c'est difficile. Et au niveau psychologique, on voit que l'enfant, plus il se sent honteux, plus il se considère responsable, plus il se sent impuissant, et plus ça sera difficile à s'en remettre. Et on sait que les psys aussi peuvent augmenter ce sentiment de culpabilité. On se rappelle d'ailleurs à ce sujet de la grande Dolto qui a dû sûrement aider plein de victimes en France et les tirer vers le haut. Alors ça c'est pour le côté négatif de ce qui va tirer les gens vers le bas, mais il y a des choses qui vont tirer l'enfant vers le haut et qu'on cherche à développer. On sait donc que si un mineur subit une agression, ce qui peut l'aider, c'est ses proches et l'entourage d'amis, de profs ou les institutions. Plus la personne est entourée et aidée, plus elle sera résiliente. C'est un des facteurs qui va rendre encore plus dur les incestes, car en plus de la trahison qui empire l'insécurité affective et le traumatisme, ça t'isole de toute une partie de la famille qui aurait pu t'aider. Le retour de l'agression est très important, parce que réévaluer la situation, en parler, permet de limiter la culpabilité et l'autoflagellation liée à l'agression, et t'as aussi des caractéristiques psychologiques qui vont augmenter la résilience, comme se focaliser sur les projets futurs et le sentiment de contrôle de sa vie. Selon les chercheurs, pour lutter au mieux contre les conséquences d'une agression sur mineur, ça serait de lutter contre le sentiment de honte, l'isolement social, le sentiment de trahison, l'impuissance et les résurgences traumatiques. Et on y reviendra plus tard sur comment aider les gens. Comme pour le taux d'agression, t'as aussi la société qui va influencer si les personnes vont plus ou moins s'en sortir. Déjà, la réponse des professionnels et des institutions joue sur les gens. On se rappelle de la grande Dolto qui a dû aider sûrement plein de victimes en France et les tirer vers le haut. On voit aussi que les violences culturellement acceptables comme l'excision ou le mariage d'enfants sont des facteurs dégradants, car difficile d'avoir l'aide des proches dans ces conditions-là. La culture du silence augmente la honte et donc n'aide pas non plus. On a aussi des mythes autour du viol qui vont augmenter les agressions mais aussi les difficultés à s'en remettre. On se rappelle encore de la grande Dolto qui a dû sûrement aider plein de victimes en France et les tirer vers le haut. Bref, chaque culture va proposer des facteurs plus ou moins aidants
en augmentant les agressions ou en tirant les victimes vers le haut ou vers le bas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gamins pour les protéger? Déjà, tu as la prévention. Et tu as 3 types de prévention. Tu as la prévention primaire, où là tu balances des infos à tout le public, quel qu'il soit, dans le but d'informer tout le monde. Tu as la secondaire, où tu cibles les publics à risque, comme par exemple les enfants de 7 à 12 ans ou les agresseurs potentiels. Et tu as la prévention tertiaire, qui concerne l'après-agression pour réduire la récidive ou orienter les victimes. Alors, les plus utilisés souvent, c'est la primaire et la tertiaire. Tu auras sûrement des souvenirs de prévention primaire car il arrive qu'il y ait des campagnes de sensibilisation un peu partout. Ma vidéo par exemple ce serait de la prévention primaire. Et la tertiaire aussi, on essaie de développer des programmes en prison ou post-jugement. Par contre la secondaire, elle est assez peu utilisée, même si quelques cours sur les agressions sexuelles seraient pratiques au collège où leur nombre explose. Bon, les explications sur les programmes de prévention des pédocriminels, je vais les garder pour une prochaine vidéo, et là je vais te parler juste des programmes pour sensibiliser les enfants et limiter les dégâts. Évidemment, le mieux ce serait qu'on empêche les gens d'agresser des mineurs, mais bon, la réalité étant ce qu'elle est, on a aussi des programmes pour aider les enfants victimes ou potentiellement futures victimes. Et ces programmes peuvent être autant des programmes pour les enfants, les parents ou les professionnels. Et donc, à quoi elles servent ces interventions? Il y a une étude qui a repris 15 programmes pour voir à quoi ça pouvait servir. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on voyait une augmentation des connaissances liées aux agressions sexuelles sur mineurs. Et surtout, le plus important, une augmentation des comportements appropriés pour se défendre des agressions. Donc par exemple, ils faisaient des jeux de rôle pour savoir si la personne était capable de repérer l'agression et s'en défendre le plus rapidement possible, le sentiment de surprise pouvant complètement bloquer un enfant. Par contre, ils n'ont pas trouvé de preuves montrant que ça a aidé les enfants à parler des agressions qu'ils avaient subies. Est-ce que par contre, ça réduit les risques d'agression? Est-ce que le fait de parler aux victimes, aux futures victimes, ça réduit les chances qu'ils soient agressés? Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'études dessus, mais tu as une étude qui montre que les filles qui avaient été sensibilisées aux agressions sexuelles étaient agressées à 8%, et les filles non sensibilisées à 14%. Par contre, c'est qu'une étude, donc on ne sait pas si c'est un effet direct de la sensibilisation ou autre chose. Il y a pas mal encore de choses à développer dans le domaine et à faire de nouveaux programmes. Ensuite, ça c'est le volet prévention. Ensuite, tu as le volet détection, c'est-à-dire que la personne a été victime et on peut essayer de l'aider. Donc elle peut être détectée de 2 façons. La première façon, c'est que la personne, elle dit avoir été agressée. C'est super important dans les études, car une victime d'agression peut passer très facilement inaperçue. Les facteurs qui font qu'une personne va oser se dire victime sont à peu près les mêmes que ceux qui vont venir empirer les conséquences, comme le jeune âge, le sentiment de honte, la proximité avec l'agresseur, les menaces de l'agresseur, le manque d'aide des institutions. On peut rajouter ici juste une différence entre les filles et les garçons. Chez les filles, le sentiment d'être responsable, la peur qu'on les traite de responsables ou qu'on les accuse de mensonges retarde la prise de parole. Chez les garçons, c'est plutôt la peur d'être isolé, d'être vu comme un futur agresseur ou la peur d'être vu comme homosexuel qui retarderait la prise de parole. Au niveau de la société, s'il y a l'idée que les agressions sont normales ou inévitables, ça empêcherait les enfants d'en parler, puisque ça augmenterait le sentiment d'impuissance et qu'ils ne peuvent rien faire. Mais souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gamins, ils en parlent pas spontanément, surtout quand ils sont jeunes. Et du coup, est-ce qu'un professionnel pourrait détecter la victime? Et bien là, en fait, c'est super compliqué, parce que comme une agression peut donner la plupart des symptômes qui existent au monde, n'importe quel problème psy peut être la conséquence d'une agression. Donc, ce qu'on conseille aux professionnels, c'est de poser directement la question de si quelque chose qui a l'air dangereux s'est passé récemment, ou si quelqu'un a déjà fait quelque chose avec les différentes parties sexuelles de l'enfant précédemment. Bref, on demande aux professionnels surtout d'être vigilants quand un enfant se présente et garder en tête l'idée d'une agression au cas où. Apparemment, l'un des seuls symptômes vraiment distinctifs d'une agression sexuelle, ce serait la désinhibition sexuelle, comme un enfant qui se masturbe en classe, mais cela n'arrive pas à tous les enfants agressés. Ce qui rend aussi difficile la détection, c'est que des agressions sexuelles ne laissent pas forcément de traces physiques. Dans 90% des cas, les traces de sévices sexuels disparaissent après quelques semaines, ce qui fait qu'on peut être violé plusieurs fois, mais n'avoir aucune trace gynéco de l'agression. Bon, donc on a la prévention, on a la détection, et une fois qu'elle a la détection, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand le gamin est détecté, comme tu as vu que tout était touché chez une personne victime d'agression sexuelle, on est obligé de proposer des interventions qui prennent en compte l'ensemble de ces facteurs. Et l'approche la plus documentée actuellement que l'on ait, c'est la TCC centrée sur le trauma. Le but de ces thérapies, c'est de reprendre tous les facteurs qui vont tirer vers le haut la personne et les mettre en place. Donc ça passe par la déculpabilisation, la gestion des émotions, des techniques de retraitement du trauma,
Un lien parent-enfant renforcé pour le support social. Évidemment, ça c'est quand le parent n'est pas l'agresseur. On se rappelle d'ailleurs à ce sujet la grande Dolto qui a dû sûrement aider plein de victimes en France et les tirer vers le haut. Et on essaie de travailler sur la sécurité affective et la guidance parentale pour gérer les effets d'un trauma au niveau neuro, émotionnel, social, familial. Donc là, comme je t'ai dit, je savais pas trop comment aborder le sujet parce qu'il y a tellement de sujets et tellement de sous-sujets que c'est compliqué. Sache qu'en tout cas, les agressions sexuelles sur mineurs, c'est assez fréquent, que ça peut déglinguer complètement les personnes sur plein de sujets, et si on pouvait effectivement limiter les agressions, ce serait parfait. Mais ça, est-ce qu'on peut détecter les profils des agresseurs et savoir comment les empêcher d'agresser des enfants, ben ça on le verra dans une prochaine vidéo sur les pédocriminels. Comme il y avait un paquet d'informations balancées dans tous les sens, s'il y en a qui t'intéressent plus que d'autres et que tu veux une autre vidéo, tu peux me le dire à la limite dans les commentaires et je verrai si je fais une autre vidéo, parce que je ne savais pas quoi aborder en premier. Et si tu veux pas attendre, ben t'as plein de sources que je t'ai mis en description. Évidemment, l'article scientifique donc en anglais, mais j'ai pas de mieux à te proposer pour l'instant. Voilà, bonne journée!